Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Nita dans le cadre du cycle Votre futur métier, qui est un ensemble d'interviews d'anciens diplômés présentant leur métier. Alors, Monsieur Nita, quel est votre parcours académique? Bien, bonjour. Mon parcours académique, donc j'ai fait mes études ici à l'Institut d'architecture de Mons, à l'ISAI à l'époque, et je suis sorti en 2002. Ok. Alors, où travaillez-vous actuellement? Alors actuellement, je travaille au bureau d'études et d'architecture ADEM, un bureau d'études et d'architecture qui se situe sur Mons. Ok. Et donc, votre métier actuel? Alors, je suis administrateur, donc je gère la société, je suis architecte de plein droit. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez un peu expliquer quelles sont vos missions principales, que ce soit en tant qu'architecte et en tant qu'administrateur? Oui. Les missions principales ici au bureau, donc en tant qu'architecte, nous répondons à énormément de marchés publics. Donc nous travaillons pour le public, donc tout ce qui est administration, région, État. Généralement, ce sont des marchés assez gros, enfin assez conséquents. Donc plutôt pour les écoles, les maisons de repos, des places publiques. Donc il y a aussi un peu d'urbanisme également. Des bâtiments en restauration de patrimoine également. Donc, actuellement, nous restaurons l'ancien hôtel de ville de Saint-Guilain, on est en plein chantier, la gare de Pérouet, voilà. Donc là, au niveau public, on est sur du gros marché. Au niveau privé, c'est plus alors du côté ingénieur qu'on se tourne, et nos clients sont plutôt des industriels. Donc, on construit des usines, des extensions d'usines, des modifications. En tant que gérant, bah, là, c'est la partie la plus administrative du métier, c'est peut-être la moins sexy, je dirais, où là c'est de la gestion journalière, tant financière, donc il faut faire tourner le bureau et évidemment que le chiffre soit positif à la fin de l'année, ça c'est pour pouvoir payer tout le monde, évidemment. Et sinon, la partie un peu plus rébarbative, c'est bon, tout ce qui est fiscalité, voilà, comptabilité de manière générale. Ok. Est-ce que vous avez aussi une mission plus RH? Parce que je pense qu'il y a une équipe derrière la société Oui. ADEM. Tout à fait. Donc, ADEM est réparti en plusieurs départements. Donc, on a deux gros départements, un département ingénierie et un département architecture. Donc, je chapeaute plutôt la partie architecture. Euh, Nous avons une équipe avec des collaborateurs qui sont responsables de projet et des stagiaires. Donc, je gère de manière générale les responsables de projet. Donc, on planifie les différentes missions et les tâches de chacun. Et je suis en appui sur tout ce qui est technique, contrôle et vérification des documents. Ok. Et donc, finalement, est-ce qu'il y a une personne particulière qui gère tout ce qui est l'aspect salarial? Oui, nous avons un comptable en interne. Ok, Cette d'accord. partie-là est gérée par le comptable. Ok. Et du côté architecte, je suppose que lorsque vous devez travailler avec le secteur public, vous devez aussi vous occuper de tout ce qui est les marchés publics, donc répondre aux marchés Oui. publics peut-être. Donc il y a la gestion d'un dossier de ce type, et puis après il y a tout ce qui est, je suppose, les plans. euh, Donc, la décomposition d'une mission publique, donc elle commence généralement par un concours. Donc, l'État ou l'administration publie dans un bulletin la demande. Une école, un centre administratif, peu importe, elle demande un concours. Donc là, déjà, on déploie des ressources pour établir plan, perspective, image, estimation, planning, que l'on envoie alors au maître de l'ouvrage, donc à la personne qui demande les documents. S'ensuit une sélection, donc il compare les différents cabinets d'architecture avec leurs propositions. Le premier remporte évidemment le marché, et à partir de là, on démarre le chantier, enfin le projet. Enfin, on commence tout de suite par un avant-projet de base. Donc, de nouveau, on relance les plans, on repart de ce qui a été mis lors du concours, on l'améliore, on écoute les demandes du maître de l'ouvrage et on modifie, on adapte en fonction de ses desiderata. Une fois cette phase passée et acceptée, tout est accepté, réglementé en marché public évidemment, hein, donc c'est bien codifié. Nous passons alors au permis d'urbanisme. On prend les plans d'avant-projet, on va plus loin dans le détail, on va plus loin dans la proposition, on introduit le permis, et une fois que l'État donne le permis d'urbanisme, on passe à la phase mise en concurrence. Alors là, on va encore plus loin dans le détail, on chiffre, on établit ce qu'on appelle des métrés pour pouvoir connaître la valeur du projet que nous proposons.
Ces documents-là partent alors chez différents entrepreneurs. De nouveau, tout le système est codifié par la réglementation des marchés publics. Même principe qu'avec l'auteur de projet. Un entrepreneur le moins disant ou avec la solution la plus adéquate est sélectionné. Et à partir de ce moment-là, il devient l'adjudicataire et nous pouvons commencer le chantier avec lui. OK. Et est-ce que des chantiers comme dans le secteur public, est-ce que c'est un seul gestionnaire de projet qui s'occupe de tout, ou alors vous fonctionnez plutôt en équipe, en collaboration et vous travaillez ensemble finalement? Oui, il y a beaucoup d'acteurs pour réaliser un projet, que ce soit en phase conception ou en phase chantier. L'avantage que nous avons ici au bureau, c'est que nous regroupons ces métiers-là. Donc, pour établir un nouveau bâtiment, nous avons besoin d'un ingénieur en stabilité. Nous avons besoin d'un ingénieur en technique spéciale. Donc, technique spéciale, c'est tout ce qui concerne évidemment chauffage, électricité, sanitaire. L'auteur de projet, donc l'architecte. Parfois un acousticien et parfois systématiquement un responsable de performance énergétique des bâtiments, donc PEB. ADEME, lui, a son ingénieur, enfin nos ingénieurs en technique spéciale et nos responsables PEB. Donc on arrive avec un package vis-à-vis du maître de l'ouvrage beaucoup plus complet. Et alors le gros avantage, c'est que mes amis ingénieurs sont à l'étage du dessus. La communication se fait beaucoup plus facilement. Et vis-à-vis du maître de l'ouvrage, nous avons un responsable projet, une seule personne, qui reste le point de contact de toutes les informations. Donc que ce soit l'ingénieur en technique spéciale ou l'ingénieur en stabilité, passe par l'auteur de projet. On peut être à plusieurs à présenter la chose, on n'a pas le monopole évidemment, mais on reste un canal et un seul centre de communication vis-à-vis du client, ce qui est beaucoup plus facile pour lui. Oui, oui. Ouais. OK. Je vous remercie pour ces informations. Alors, est-ce que vous pouvez décrire votre journée professionnelle type? Alors, ça dépend si c'est le samedi ou la semaine. Non, la journée type, en gros, en tout cas ce qui me concerne, j'arrive au bureau ici vers 8h moins quart, dans ces eaux-là. Je repasse en vue les mails les plus urgents. Une fois que ça est fait, j'ai généralement 1 ou 2 réunions de chantier au matin. Réunion de chantier, ça prend beaucoup de temps, donc le temps d'aller sur place, faire le tour du bâtiment, le tour des travaux, pointer ce qui va et ce qui ne va pas, trouver des solutions sur site. Une fois ça fait, je reviens au bureau, je rédige un procès-verbal de chantier. Donc là aussi, ça prend du temps. Je prends mes renseignements s'il faut, s'il y a des points un peu plus particuliers à traiter. Et généralement, j'ai l'ensemble de mes collaborateurs qui me happent à ce moment-là pour pouvoir répondre à diverses questions sur les autres projets. L'heure de midi, après-midi, même cinéma, je revois mes mails, je repars en réunion de chantier, PV au retour, et là, si ce n'est pas de la vérification de plan ou de cahier des charges de mes collaborateurs, c'est du suivi. Donc essentiellement du suivi. OK. Finalement, est-ce que un architecte, combien allez, sur 100%, combien de pourcentage de temps consacre-t-il à faire des plans, à faire des calculs, etc. Et puis, combien de pourcentage de temps il consacre vraiment à du suivi et de l'administratif? Si on prend un architecte qui réalise tout, donc ses plans, le suivi et la partie administrative, les plans représentent quand même la grosse majorité du temps. Je crois que 60% du temps, c'est du plan, de manière générale. Je dirais que les 35% suivants, c'est du suivi. Et les 5% restants, c'est de la gestion annexe. Ici, l'avantage, c'est que nous avons segmenté les métiers. Donc, on a des collaborateurs qui font un peu plus de plans. Donc là, ça décharge les responsables de projet sur le suivi, puisque du coup, au lieu d'avoir un chantier, on en a 4. Il faut savoir répartir les forces. À partir du moment où on est dans ce trip-là, le suivi, c'est 100% en fait. Moi, je suis en gros à 100% de ma journée en suivi, et les 20% en dehors de ma journée, c'est pour la gestion du bureau. OK, merci. Alors, quelles sont les compétences nécessaires à ce métier? Alors, en premier lieu, c'est la rigueur. Je veux dire qu'on peut peut-être faire des petites erreurs, ça arrive, mais les personnes en face, de tels moyens sont mis en œuvre, sont en jeu, que ce soit en termes de délai ou en termes d'argent. Le moins petit couac,
ça peut vite partir en cacahuète. Et quand je dis en cacahuète, c'est voilà, notre responsabilité est très, très souvent engagée et très souvent malmenée. Donc, plus de rigueur on mettra à l'étude, moins de chances on aura d'avoir des problèmes par la suite. Donc, pour moi, il faut commencer par la rigueur. Pour le suivi, il faut être assez disponible. Donc, avoir du répondant au niveau des clients. Ça aussi, j'ai remarqué qu'à partir du moment où on traîne à répondre à un client, soit on perd le client, soit le client présente son mécontentement. Donc là aussi, c'est important, une disponibilité, même disponibilité entre nous, hein, entre collaborateurs et architectes. Voilà, une constance évidemment, et montrer une envie de travailler, quoi. Voilà. Si on vient dans un bureau d'architecture avec les pieds de plomb, il faut changer de métier, quoi. Ok. Merci. Alors, avant de terminer sur la dernière grosse question, je voudrais peut-être vous donner la parole si vous avez une information complémentaire à donner par rapport à votre métier, au fait de travailler dans un bureau d'architecture, etc. Alors, oui, architecte, c'était pas qu'un métier en fait. Il faut vraiment que ça devienne une passion. Si on veut faire architecte pour avoir la gloire ou avoir le compte en banque bien garni, je crois que là, il faut arrêter tout de suite. Il y en a un sur 1 million. En gros, ce sont les architectes Star System ou Martin peut-être. Mais pour notre métier à nous, si on n'a pas un investissement personnel dans ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc voilà, motivation. Il faut avoir une grosse motivation. Ok. Alors, donc la dernière question, c'est oui, finalement, quels sont les conseils de type insertion professionnelle que vous pouvez donner aux étudiants qui sont avec nous pour s'insérer sur le marché de l'emploi, pour peut-être se présenter. Alors, il est évident que quand on est architecte, il faut faire un stage en architecture avant d'avoir un emploi en tant que tel, mais peut-être avez-vous des conseils pour Oui, oui. ces étudiants? Le stage est un passage obligatoire. C'est pas le plus marrant parce qu'on arrive avec des connaissances académiques qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce que demandent les employeurs, en tout cas les cabinets. En gros, ce qu'on apprend à l'école correspond à plus ou moins 10% de ce qu'on utilise au bureau. Voilà, pour donner donc il y a 90% de matière à assimiler et très vite. Donc c'est là qu'est la difficulté. Donc le stagiaire qui rentre dans le cabinet devra d'office avoir, comme je l'ai expliqué, la motivation et l'envie d'apprendre. Donc à partir du moment où il est curieux et motivé, il va compenser ce manque-là et donc les 10% vont passer à 40, 60 et puis il va pouvoir être à point. Ce qui va donner à la fin des 2 ans de stage un regard assez positif de la part de son maître de stage et du cabinet et d'avoir éventuellement un engagement à la clé. Ok. Ok, merci. Alors, je vais laisser aux étudiants la possibilité de poser une question. Donc, n'hésitez pas, soit le fil de conversation ou alors prendre la parole. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Stassens. Bonjour Monsieur Nita. Bonjour Monsieur Stassens. Donc, j'avais une petite question, notamment par votre expérience et par votre rôle dans un bureau, par rapport à la précarisation du métier d'architecte, en tout cas quand il commence et quand il est stagiaire. Donc, je m'explique. Notamment par son statut, donc il arrive en tant qu'indépendant, il y a presque plus de bureaux, je pense, qu'ils prennent en tant qu'employé des stagiaires. Et donc, c'est un statut, on n'a pas les congés payés, tout ça, enfin, on connaît. Et aussi, par rapport du coup à votre histoire, quand vous avez commencé dans la vie active, est-ce que c'était déjà comme ça ou est-ce que vous étiez plus employé, plus protégé du coup, etc. Alors, merci pour votre question, Monsieur Stassens. Je vais vous répondre. Quand j'ai commencé ici en stage, donc j'ai commencé mes stages directement au bureau dans lequel je travaille. La situation était plus ou moins identique, voire un peu moins codifiée que maintenant. En gros, à l'époque, seul le maître de stage et le stagiaire discutaient du montant des honoraires du stagiaire. Donc, moi, pour info, ça ne me dérange pas de le dire, j'étais à 8 € brut de l'heure. En gros, la femme de ménage qui nettoyait la table à côté de ma planche à dessin à 19 h du soir quand je traçais des lignes gagnait plus que moi.
Donc voilà, ça a toujours été. Ça l'est encore. Maintenant, au niveau de l'ordre impose des salaires minimums au niveau des stagiaires. Donc ici, la politique du bureau, c'est on démarre avec ce que l'ordre propose. Donc ça dépend de la région, hein. Au niveau de Bruxelles, Hainaut et Flandre, c'est encore des ordres différents. Et puis ici, le salaire est revu tous les 6 mois en fonction de l'évolution du stagiaire. Ce qui est difficile à comprendre quand on est stagiaire, c'est de dire mais pourquoi, voilà, j'ai fait 5 ans d'études et j'arrive à mon temps, enfin, je veux dire, c'est pas normal. Et je peux comprendre, parce que je suis passé par là et donc je comprends très bien que j'étais frustré à l'époque. Maintenant, il faut savoir que le cabinet d'architecture, à un moment donné, utilise de son temps pour former le stagiaire. Donc, c'est ce que j'expliquais avec les 10 et les 90%. Et donc, évidemment, on ne va pas faire payer des gens. Je crois que je sais que j'ai connu des cabinets d'architecture qui demandaient au stagiaire que le stagiaire paye pour venir faire son stage chez lui. Donc là, c'est encore différent. On n'est pas dans ce star système-là. Et donc, voilà. Donc, il y a un investissement au niveau du bureau qui n'est pas chiffré, mais voilà, qui est compensé par le salaire assez mince du stagiaire. Et d'autre part, évidemment, un stagiaire qu'on vient et on voit qu'il a les capacités, le salaire suit derrière, quoi. Mais je suis d'accord, c'est très très frustrant pour un jeune architecte qui sort d'avoir, voilà, un jeune architecte qui sort et qui se fait employer directement dans une administration, par exemple, aura un salaire administratif. Donc là, il n'y a pas de barème de stagiaire. Beaucoup plus intéressant. Un peu comme les prodéos chez les avocats, quoi. Oui. Donc, comme vous disiez, même pour faire les études d'archi, pas que pour travailler dans le bureau, c'est plus la motivation que la Ouais, je motivation, pense, ouais. la passion. Je reste Merci. convaincu de ça, oui. Merci. Merci. Ah. Alors, je vais donner la parole à Madame Lévesque. Bonjour. Bonjour, Votre Madame Lévesque. caméra. Je connais un petit peu ici. J'aurais juste deux questions. Donc, la première, c'est par rapport au stage. Enfin, les deux, c'est par rapport au stage. La première, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver un stage? Comment est-ce que les bureaux accordent les postes aux stagiaires? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Quels conseils vous pouvez nous apporter par rapport au lieu de stage, comment le trouver? Et la deuxième, c'était quand on a notre stage, qu'est-ce qu'on nous demande réellement de faire et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans en fait? D'accord. Pour répondre à la première question, au niveau du stage, un bureau d'architecture n'a pas de prévision sur les engagements. Donc c'est un peu à la quantité de travail qui arrive dans le bureau. Donc en gros, et je crois que c'est assez récurrent au niveau de tous les cabinets d'architecture, le travail est en dents de scie. Donc on arrive à des périodes où on a énormément de boulot, avec beaucoup de prestations à fournir, et puis des périodes juste après un peu plus creuses. Et donc voilà. Donc le tout, c'est de pouvoir lisser avec les ressources, donc les ressources, les collaborateurs qui sont chez nous. Et voilà, quand on est dans un pic et qu'on sent que le pic va glisser, on se dit, voilà, c'est à ce moment-là que l'investissement est intéressant au niveau du bureau, et on cherche un stagiaire ou un jeune architecte, ou un architecte, hein, peu importe. Donc c'est assez aléatoire. C'est assez aléatoire. La plupart des bureaux cherchent quand même, quand ils ont besoin d'un stagiaire, ils essayent d'aller au dernier jury de dernière année et déjà de repérer éventuellement l'une ou l'autre stagiaire et la capter en disant, voilà, je cherche quelqu'un, ton projet m'a plu, ta défense m'a plu, est-ce que ça t'intéresse? Oui, voilà, première réunion. Ça, c'est pour ceux qui cherchent. Pour les autres, le meilleur moyen de pouvoir décrocher le stage, c'est d'envoyer des courriers. Alors, un stagiaire qui envoie un courrier, qui demande, voilà, je cherche un stage, il va peut-être envoyer 200 lettres, hein, il faut viser très, très large, hein. Généralement, il cherche d'abord dans un rayon géographique proche de chez eux, et puis le rayon s'étend. Donc, c'est envoyer des courriers avec sa motivation, donc le CV, dire voilà, peut-être l'une ou l'autre image. Enfin, moi, je suis quand même assez sensible à tout ce qui est projet de fin d'année, donc peut-être l'une ou l'autre image d'un projet. Et ce qui est assez intéressant aussi, et là, c'est là qu'on voit que le stagiaire est motivé, un critère que je recherche, c'est quand le stagiaire, le candidat,
appelle en disant 2-3 jours après, bon voilà, est-ce que vous avez bien reçu mon mail, est-ce que vous êtes intéressé, voilà, on montre qu'il y a de l'intérêt et que c'est pas simplement un envoi de mailing, j'ai envoyé mes 200 mails et je suis tranquille, j'attends la réponse. Il faut aller chercher. Il faut mettre ses bottes, il faut mettre son parapluie, on y va, il y a la tempête, mais il faut aller dedans, quoi. Alors pour la deuxième question, maintenant je réponds aux deux. C'était quoi la deuxième question? La deuxième, c'est par rapport aux 2 ans. Ah oui, parce qu'il est attendu 2 ans, 2 on ans. nous demande exactement en tant que stagiaire comme boulot. J'allais dire le café, mais ce serait péjoratif, donc je ne vais pas le dire. Non, le cabinet est conscient de l'état des connaissances des stagiaires. Donc voilà. Maintenant, il ne faut pas se cacher derrière en disant oui, mais bon, moi je débute, je ne sais rien faire. Non, vous avez 5 années d'études derrière, donc il y a 5 années d'acquis. Ces acquis, il faut les mettre en valeur. Donc, ça ne peut pas servir d'excuse. Mais nous sommes conscients que le monde professionnel est très différent du monde académique. Donc, je dirais que les premiers 6 mois, c'est se familiariser avec la méthode de travail du bureau, la méthode du dessin. Donc, en gros, les 6 premiers mois, ça va être que du dessin. D'accord. Les 6 mois suivants, on va passer à un domaine un peu plus précis. On va aller dans des détails, on va aller dans des métrés, dans des cahiers de charges. J'aime bien que le stagiaire, sur sa première année, voit le plan, le cahier de charges et le métré, donc toute la partie back-office, donc la partie interne au bureau. Je ne lâcherai jamais un stagiaire tout seul, ou alors c'est que la personne est vraiment exceptionnelle et elle a les capacités sur chantier. Et à partir de là, quand on commence à faire les cahiers des charges et métrés, donc on décrit textuellement à l'entreprise ce qu'on veut comme résultat. Et donc, à partir du moment où on l'a écrit, quand on se retrouve sur chantier, on se dit « Ah oui, j'ai écrit que je voulais telle vis inox, je vois la vis, je sais à quoi ça ressemble. » Et je commence à faire un lien. Et donc là, le stagiaire nous suit sur les chantiers, donc soit un responsable de projet, soit moi. Les 6 mois suivants, ça va commencer à être la gestion de projet. Donc la gestion de projet et suivi de chantier. Si je vois que le stagiaire est bon en suivi de chantier, je vais commencer à lui donner plus de responsabilités et plus de liens. Et les derniers 6 mois, c'est la clôture de tout ce qui a été acquis sur les 3 premiers semestres. D'accord, ça va. Et pour être admis à l'ordre des architectes, en fait, on va devoir rendre un rapport de stage à la fin de ces 2 ans ou... Non. C'est un rapport, donc il y a un rapport tous les 6 mois avec une grille horaire à remettre, si je me rappelle bien, c'est ça, oui. Avant le confinement, le premier 6 mois, c'était visite en entreprise, la deuxième, c'était à l'ordre. 1 sur 2, c'est accompagné du maître de stage, parce que l'ordre aime bien rencontrer les stagiaires sans voir le maître de stage. Maintenant, avec le confinement, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ok, ça va. Et les rapports sont établis par le stagiaire ou le maître de stage? Les deux. Donc, il y a un rapport par le stagiaire et un rapport par le maître de stage. Okay. Et au bout des 2 ans, ils n'ont pas de travaux à présenter comme à la fin de leurs 5 ans d'études? Non, le but du stage professionnel, c'est d'éviter de mettre de jeunes architectes face à des responsabilités trop lourdes directement. Donc, en gros, on leur donne conscience de la gravité du métier qu'ils font. Parce qu'un trait de dessin sur un plan, ça peut générer derrière énormément de conséquences. Si le trait est bien fait, on a un beau projet. Si le trait est mal fait, on a un litige avec un procès. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut apprendre et surtout en être très conscient. D'accord. Et au bout de ces 2 ans, donc soit on est accepté à l'ordre, soit on n'est pas accepté. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas accepté? Qu'est-ce qui pourrait... Alors, je n'ai jamais vu, en tout cas ici au bureau, on n'a jamais eu de refus de stagiaire auprès de l'ordre. Donc l'ordre valide ou pas un stage, en gros. Donc l'ordre va s'assurer que l'ensemble des points du métier soient vus au cours du stage par le stagiaire dans le bureau. Donc cahier de charge, métré, plan, visite de chantier. Et ça, c'est repris dans les tableaux que le stagiaire remet et que le maître de stage également remet à l'ordre. Et l'ordre valide 6 mois par 6 mois. Et à la fin, l'ordre vérifie que vous avez bien passé en revue l'ensemble des points du métier. Et si ça c'est fait et que le rapport est cohérent, pas de souci. Ça va. Merci. Au pire, l'ordre peut rajouter 6 mois de stage en considérant que le stagiaire n'a pas vu, par exemple, la partie chantier parce que justement, il travaillait dans une commune et a voulu faire son stage, mais en commune, il n'y a pas de suivi de chantier. Et donc, le stagiaire a un pan d'apprentissage qui est manquant. Et donc, évidemment, il faut le compléter. D'accord. Mais très, très rare.
perso, j'en connais pas. Ok, ça va. Merci. On sort d'une bonne école, hein, c'est normal. Voilà, alors il y a Monsieur Grenu qui a laissé un commentaire. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être l'expliquer parce que je ne sais pas dans quel cadre vous l'avez mis. Donc, Monsieur Grenu a mis, il y a un contrôle tous les 6 mois. Il faut présenter 3 projets par rapport et les expliquer. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qui est demandé par l'ordre, par rapport. Oui. Okay. C'est ça. Donc, c'est 3 projets. Okay. Donc, monsieur est déjà stagiaire, alors. Ah, probablement, oui. Oui, Monsieur Grenu, si vous voulez prendre la parole et poser une question, n'hésitez pas. Hein. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, on vous entend. Si vous pouviez mettre la caméra, ce serait bien. Maintenant, si c'est un pan délicat, il n'y a pas de souci. En fait, j'aimerais bien, mais j'en ai pas, donc ça va être un peu compliqué. Monsieur Grenu est encore en pyjama, c'est pour ça. Non, je travaille. Je profitais de cet intermède pour voir un peu ce que... Bah voilà, je trouvais ça intéressant parce que moi, actuellement, je suis en stage dans un petit cabinet. Et donc, je voulais voir un peu comment fonctionnait ADEME, donc un bureau un peu plus important que le nôtre. Et voilà, pour répondre à la question de Nathalie, en fait, c'est avec le confinement. Donc moi, par exemple, je viens de passer mon contrôle il y a un bon mois de ça. Et en fait, on doit choisir 3 projets sur lesquels on a travaillé et les expliquer dans le sens où voilà, on montre en fait qu'on a bien, par exemple, été faire le relevé, dessiner les plans, etc., les petits détails techniques. Et en fait, la personne qui contrôle pose des questions pour voir si on a bien compris ce qu'on dessine. Et justement, comme c'était dit par Monsieur Nita, bien voir qu'on comprend ce qu'on dessine et vers où on veut aller et qu'on est bien conscient de ce qu'on réalise pour après pouvoir vraiment réaliser et pas dessiner ça n'importe comment ou l'avoir fait parce qu'on nous l'a dit et voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, ben voilà, je ne sais pas, ben voilà, Monsieur Stassens, je vous laisse la parole. Oui, désolé, encore une petite question. Si demain la faculté vous demandait ce qu'ils doivent modifier dans les programmes des cours, selon vous, qu'est-ce que vous modifieriez? Alors, je ne connais pas tous les programmes des cours. Je suis quand même sorti il y a une vingtaine d'années, donc j'imagine que ça a évolué, enfin j'espère. Je pense que ce qui manquerait alors aux jeunes étudiants, c'est la prise de conscience du métier en soi. En gros, à l'Archi, enfin, de ce que je m'en souviens en tout cas, on ne vivait que pour les ateliers, en gros, et les cours annexes, bah, c'était des cours annexes, oui, c'était intéressant, mais on savait qu'à l'époque, voilà, on foirait notre atelier en juin, on pouvait avoir réussi avec une grande liste tous les autres cours, ça ne servait à rien, on doublait. Donc voilà, l'atelier était important. Donc là, c'est la partie conception qui est apprise à l'école. Mais je pense que ça devrait aller un peu plus loin au niveau technique, clairement. Ne fût-ce qu'en termes de nomenclature ou de connaissances de base. Je trouve que les stagiaires ne sont pas assez formés. On parle un langage. On est architecte, on parle un langage. À partir du moment où on arrive dans le bureau, si on n'a pas le même langage parce qu'on ne le connaît pas ou qu'on ne comprend pas, c'est là que les problèmes commencent à se poser. Donc à mon sens, bon voilà, maintenant c'est peut-être le cas, hein, j'en sais rien, je ne connais pas les programmes de cours, mais j'irai là-bas, dans ce domaine-là. Et est-ce que justement ce langage, est-ce qu'ils peuvent l'apprendre en parallèle à leurs études? Est-ce qu'il y a des bouquins? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques qui existent peut-être? Alors, des formations spécifiques, je ne pense pas, en tout cas pas à ma connaissance. Des bouquins, oui. La personne qui est curieuse, hein, je reviens avec un de mes qualités, évidemment, elle va arriver avec un atout en plus par rapport aux autres candidats de stage, hein, ça c'est sûr. Mais ne fût-ce que, par exemple, savoir ce que c'est qu'un cahier de charge ou un métré, ou au moins connaître les bases, enfin, ne fût-ce que voilà, un projet, on sait qu'on commence par creuser un trou, donc on a les terrassements, on sait qu'il existe ça comme méthode. Même ça, on doit réapprendre, quoi. On doit apprendre, c'est même pas réapprendre, on doit apprendre. Alors, je ne dis pas que tous les architectes vont être d'office confrontés à du marché public, où je pense que le niveau de difficulté est quand même plus important que le marché privé. Enfin, en tout cas, on doit aller plus loin dans le descriptif et le détail que dans le marché privé, à mon sens, puisque c'est réglementé.
Ouais, je pense il faudrait peut-être creuser un peu plus ces parties-là. Ça peut se faire en dernière année, hein, évidemment. Ok, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si les étudiants ont encore des questions. Il ne faut pas hésiter, hein, N'hésitez pas, voilà. c'est gratuit. Voilà, exactement. Moi, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est juste pour rassurer par rapport aux cours, par rapport au maîtrise et tout ça. Ben justement, moi, je suis en master 1 pour le moment et on nous apprend ça maintenant en techno. Avec Monsieur Valuchen, par exemple, ici, on est en train d'apprendre à faire un maîtrise. Donc, je pense qu'il y a quand même maintenant cette démarche d'essayer de nous apprendre les spécificités du métier technique et administratif qui sont un peu compliquées. Donc, on n'a peut-être pas les bases, mais on touche déjà un petit peu. On se rend compte que c'est compliqué. En tout cas, moi, je me rends compte que c'est dur et que c'est très long. Et je pense qu'il y a quand même cette démarche-là qui est quand même mise en place. Ils ont demandé à des profs qui pratiquent le métier tous les jours de nous enseigner. Par exemple, avec Monsieur Olof, il a son bureau, lui, il s'occupe plutôt de la déontologie et il nous explique comment ça se déroule un chantier de A à Z, ce qu'il y a dans un contrat. Et donc, toutes les petites spécificités, les petits trucs à faire attention. Bon, je pense qu'on ne peut pas avoir vraiment prendre de l'expérience de l'autre et qu'il va falloir vivre sa propre expérience pour pouvoir intégrer vraiment ce qui va et ce qui ne va pas. Mais je pense qu'il y a quand même cette démarche-là maintenant à la fac de nous dire attention, c'est pas évident, c'est un métier qui est très compliqué, que chaque action qu'on fait a une conséquence positive ou négative et que ça met en jeu notre responsabilité, mais aussi la responsabilité de tout le bureau, la sécurité de ceux qui travaillent et qui vont vivre après notre architecture. Donc, je pense qu'ils ont quand même intégré cette démarche de nous sensibiliser au métier, enfin ce côté-là du métier actuellement. C'est très bien, tant mieux. Merci. Bonne chose. Voilà. Voilà, merci. Alors donc voilà, ben, si vous n'avez plus de questions, je vois qu'il n'y a pas, voilà. Donc je vous remercie. Donc les étudiants, je vous remercie d'être venus et d'avoir posé des questions et d'avoir interagi. Et je vous remercie surtout, Monsieur Nita, d'être venu partager votre expérience professionnelle. Et voilà. Au revoir, merci. Un grand merci, oui. Au revoir.